Pour ce nouvel épisode de Corps et âme, nous recevons Pascal Luneau, auteur, réalisateur et coach d'acteurs. Pascal Luneau commence sa carrière à la radio dans les années 80 en tant qu'animateur et réalisateur. Il cofonde en 1988 le studio Pygmalion, lieu d'entraînement et de recherche pour les acteurs. Il coachera notamment Anne Parillaud pour le film Nikita de Luc Besson, rôle qui lui vaudra le César de la meilleure actrice en 1991. Cet événement propulsera sa carrière. Il croisera les routes de nombreux artistes, tels que Juliette Binoche, Antoine Decaune, Benoît Magimel, Guillaume Canet et Marion Cotillard, qu'il coachera pour son rôle dans La Môme et qui lui vaudra le César de la meilleure actrice en 2008. Dans cet entretien, nous parlerons de sa manière de travailler et nous reviendrons sur son travail avec Anne Parillaud, l'occasion de découvrir sa sensibilité et son rapport aux artistes. Qu'est-ce qui met en confiance comme ça les comédiens et les comédiennes que tu croises? Je sais pas si tu t'es auto-analysé, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ils t'accordent leur confiance rapidement, qu'ils s'installent et que tu obtiens d'eux quelque chose? Les deux choses importantes, il n'y a pas de mensonge. C'est marrant. Il y a deux choses que je demande toujours aux gens. La première, de se protéger. Qu'il peut y avoir des moments où je demande des choses qui sont dures et que je connais pas leur vie et qu'on n'est pas là pour se faire mal. Et donc, oui, ça m'est arrivé pendant certaines séances, quelqu'un qui me dit « Excuse Pascal, là, mais je dis, va t'asseoir, prends le temps, respire, mais te fais pas mal, quoi. C'est débile. On est là pour essayer de faire des choses, de sortir d'aller voir ce qui se passe avec les émotions. C'est fragile, on fait gaffe, quoi. On n'est pas des fous furieux. Et je ne pense pas en plus que ce soit parce qu'on se fait très, très, très mal qu'on apprend beaucoup. Ça, j'en suis beaucoup revenu. C'est pas vrai. Il y a des choses qui font mal. Mais l'apprentissage, ça n'est pas de se faire mal et de dire, regarde, ça m'a rendu plus fort, on s'en tamponne. Enfin, moi, je crois pas à ça. Et puis, la deuxième chose, je crois que je les aime, j'aime les gens. Ils le savent. Et donc, la deuxième chose, je leur dis, c'est moi, je vais te dire plein de trucs. Je vais y aller. Moi, je ne fixe pas de limites. Quand je coach, je suis quelqu'un de profondément amoral. C'est-à-dire que je suis en dehors de la moralité. Si je rentre dans la morale, c'est foutu. Il y a des endroits où je vais m'arrêter. Ça veut dire que je peux pas la faire travailler sur une maman qui a foutu son gamin dans une machine à laver. Enfin, on va dire non. Ah non. Le nazisme, ah bah non. Non. C'est pas possible. Vous ne jugez pas le personnage sur lequel vous travaillez. Mais même pas le comédien. C'est impossible. Sinon, ça arrête. Enfin, pour moi, sinon, ça arrête tout de suite. On va voir ce qui se passe. Donc, moi, je vais pousser, et là, c'est à la personne de venir en face. Stop, Pascal. Ça va un peu loin. Je le raconte dans mon bouquin. Il y a un exercice que j'ai fait un jour. Il me demandait, Pascal, mais tu veux pas qu'on travaille un peu sur la nudité? Je dis, mais vous parlez de quoi? La nudité, la sexualité, la sensualité. On parle pas du tout de la même chose. La nudité, je me souviens d'avoir fait une comédienne. Elle me disait, ouais, t'es gentil, t'en parles. J'ai dit, attends, je vais te montrer. Je me suis foutu à poil en 3 secondes. Je dis, voilà, je suis à poil. Et and so what? Il se passe quoi? Rien. Mon bras aussi, il est nu. Enfin, c'est quelle vision t'as de ton corps? C'est ce que t'as mis dans... C'était avant Pygmalion, ça? Non. C'était déjà dedans, ça. Oui, mais justement, c'est-à-dire que c'est le type d'exercice que t'as injecté dans l'école, sur lequel t'as... Non, même pas. Okay. Ah non. Pygmalion, c'est... Je te racontais tout à l'heure, Pygmalion, c'est né donc de ce film qui s'est pas fait, pour lequel j'ai fait un casting assez long. Et les comédiens m'ont rappelé en disant, c'était super, vous nous avez donné la chance de... Mais c'est surtout parce qu'à un moment, il y a eu, pendant le casting, je leur ai demandé de faire un truc qui en a déboussolé plus d'un, qui était, je dis, voilà, je montais sur scène avec eux, et je dis, voilà, t'es de dos à moi. C'est l'histoire d'un jeune pianiste qui se retrouve coincé entre une marquise et un marquis, qui se font la guerre avec les petits jeunes qui viennent, et elle est violoniste, et lui, il aime plutôt les jeunes gens que les jeunes femmes. Donc voilà, un petit peu, ils sont en guerre tout le temps. Et lui, il va se retrouver au milieu, il aime bien les deux. Et il se ferait bien la marquise, il se ferait bien le marquis, il s'en fout, voilà, on est au début du 19e siècle, très empreint de Musset, tout ça, le côté un peu désargenté de la province. Bon. Après les guerres napoléoniennes, ils avaient bien morflé. Donc, je dis, voilà, vous êtes de dos, et vous attendez le marquis qui va vous emmener faire un tour à cheval. Donc, vous êtes descendu du petit château, vous regardez dans une direction, la caméra est de dos, et vous entendez le cheval qui arrive, et vous vous retournez, vous le voyez, et vous êtes super heureux. Et à chaque fois, c'était... Et je dis quoi? Bah, rien. Je dis rien, non. Bon, je peux faire quoi? Rien, t'es juste super heureux, la caméra, elle est comme ça. Gros plan sur toi, vas-y. Et la plupart, mais sérieusement, on est en 86,
Mais 95% des comédiens étaient incapables de le faire. Ils comprenaient même pas qu'on puisse leur demander ça. J'ai dit, mais enfin, on va faire du cinéma, là. Il va y avoir, je sais pas, par rapport au texte. Tu vas passer 30% de ton temps à dire du texte et 70% à vivre des émotions sans texte. Parce que justement, on va les filmer que le public n'a pas besoin de t'entendre dire que t'es super heureux, on le voit. Pourquoi tu veux le dire? Au contraire, nous, on va le supposer, on va se poser des questions. S'il commence à tout affirmer, c'est foutu. Et là, d'un coup, il me dit, mais on nous a pas du tout appris le métier comme ça. J'ai mis, je sais pas. Et Laurent Lucas, qui était super, moi, je me souviendrai toujours de Laurent, on s'est pas revu après. Après, il est venu à Pygmalion un temps, puis après, il est parti vivre sa vie de jeune star. Ça a bien marché pour lui. Je suis assez content. Mais il m'a dit, est-ce qu'on peut travailler avec vous? Parce qu'on a adoré le travail comme vous nous faites bosser, quoi. Sur l'émotion brute. Bon, bah, ok, allons-y. Comme je disais tout à l'heure, je disais, mais je suis pas prof, moi. Non, mais c'est pas prof, c'est pas lui, c'est une comédienne qui a débarqué après, au bout de 3 semaines, 15 jours, qui m'a dit, ça s'appelle coach. Ce que tu fais aux États-Unis, ça s'appelle coach. Bon, d'accord, pas pour coach. Je connaissais pas le mot. Et puis, on a monté le studio comme ça avec, je me souviens, ça s'appelait même pas le studio Pygmalion, ça s'appelait le studio parisien. Quand on a commencé les 3 premiers mois, puis après on a dit on peut pas rester comme ça, on va monter une association. Puis voilà, avec les 2 plus anciens, on a monté l'association, puis après on a monté une société, et puis c'est devenu, on dit trouve un nom. Un nom. On dit tu veux pas Studio Luno? J'ai dit vous êtes des fous furieux, c'est exactement ce qu'il faut pas faire, quoi. Studio Luno. Vous êtes pas bien, quoi. Si je meurs demain matin, vous allez choisir quel coach? Qui pour vous faire travailler? Pour continuer de vous entraîner et tous les matins vous venez, vous retravaillez. Et ils se sont aperçus qu'en bossant comme ça tous les jours, ils entretenaient un instrument, un outil. Moi, je venais de la musique, hein. Moi, je fais 50 ans de piano, donc tu fais les gammes tous les jours. J'ai fait de la danse, tu fais ta barre tous les jours. Il y a pas de secret à ce niveau-là. En anglais, practice, hein. Il faut y aller. Voilà. Ça veut pas dire que ça nous rend meilleurs ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que ça entraîne. Et que ça permet, au bout d'un moment, de se familiariser avec un certain type d'émotions, de sensations. De se connaître, d'apprendre à se connaître un peu mieux. D'apprendre à connaître, puis c'est pas vrai, à 30 ans, on vit pas les mêmes émotions. Enfin, on vit pas l'émotion comme on la vivait quand on a 20 ans. Il y a des comédiennes, j'ai vu débarquer 40 ballets, la séduction, t'avais l'impression de voir des demoiselles, t'avais envie de leur foutre des soquettes et 2 couettes. J'ai dit, mais tu peux pas séduire de cette manière. Ouais, mais tu m'as dit séduction, mais j'ai pas dit. Pourquoi tu confonds séduire et séduisante? Il y a des personnes, elles sont séduisantes, elles ont rien à faire, elles existent et les gens font waouh. Et elles sont pas dans la séduction dans le sens je décide de séduire. Et c'est toutes ces notions, le rapport à l'autorité, le rapport à la mauvaise foi. Je me souviendrai toujours la première diagonale de mauvaise foi. La première comédienne qui était au bout, je dis, OK, alors voilà, vous marchez, vous sentez, vous êtes de mauvaise foi, quand on dit de mauvaise foi. Et la comédienne m'a regardé, c'était tellement évident, elle fait, c'est-à-dire la mauvaise foi, comment ça, et tout le monde a explosé de rire en disant, bah voilà, ouais. T'y es, vas-y, fonce. Elle s'est marrée, elle est partie. On a travaillé sur l'hypocrisie, on a travaillé sur beaucoup de notions, comme ça, quoi. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le comédien qui, du coup, quand il devait jouer, qu'il était heureux, tout simplement. Du coup, comment tu fais pour travailler avec ces comédiens sur l'émotion, en coaching? Tu leur fais faire quoi concrètement? Ou tu leur dis quoi pour les... En fait, alors, le coaching, ça dépend si c'est du coaching privé ou ça dépend si c'est du stage, du workshop, en école, peu importe. Le coaching privé, j'arrive pas avec une pléiade d'exercices et de machin, je suis au service du film. Un coaching privé, c'est service du film. Il y a soit la comédienne, ça m'est arrivé d'avoir le comédien qui m'appelle avant le réal. À chaque fois, je dis, c'est qui réalise? Non, mais on s'en fout, tu vas me faire travailler. Je dis, non. C'est débile, tu vas perdre ton pognon. Tu vas perdre de l'argent. Et vas-y, on bosse, tu m'as dit quoi? Colère, par exemple? Ok, on va bosser, tu veux bosser sur ta colère. D'accord. Quelle colère? Quel type de colère? Il veut quoi, le réal? Il veut que tu hurles devant la caméra? Il veut que tu restes très froid et que ta voix soit glaciale? Donc c'est 2 extrêmes de la colère.
C'est une colère furieuse, c'est une colère très froide. Au milieu, il y a plein de nuances. Or, c'est le réal qui va te dire, enfin, le ou la, pardon, hein. Je préfère l'anglais pour ça, parce que the director, c'est fini. Il n'y a pas, on n'est pas obligé de répéter féminin, masculin. Mais là, je dis, tu peux pas décider à sa place. Donc, imagine que là, on soit en train de travailler pendant 15 jours sur un type de colère, t'arrives sur le tournage, il dit, oh là là, c'est pas du tout ça que je veux. Tu fais quoi? T'as vu la perte de temps? Vous incluez le réalisateur dans ces phases de préparation? Toujours. Ouais, toujours. On parle, on discute. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu l'imposes d'ailleurs? Est-ce que tu l'imposes? Parce que ça, je demande. Il y a des réalisateurs qui veulent peut-être se mettre en retrait en disant non, moi, c'est votre sauce. Ah non, c'est le contraire qui est difficile. Quand on dit, mais pourquoi faire? Oh là là, mais alors, vous allez leur demander quoi? Je me souviens, il y a une fois, voilà. Et je dis, mais non. Si je vous appelle, c'est que justement, je pense qu'on travaille en fonction de quoi vous avez besoin. Je me souviendrai toujours parce que ils avaient fait chacun leur chemin dans un petit bout de coin différent. C'était Corbiot, Gérard Corbiot, paix à son âme, et puis Boris Terral sur Le Roi Danse. Et Boris m'avait appelé parce qu'on avait déjà bossé avant. Et il m'a dit, Pascal, tu peux me faire travailler. Là, c'est le personnage de Lully, j'y arrive pas. Et il se trouve que Corbiot m'avait appelé parce que j'avais travaillé sur Farinelli avant. Et donc, il m'appelle et il me dit, Pascal, bon, j'ai mon Lully. Ah, ok, d'accord. Boris Terral. Oh, comment tu sais? Ben, il m'a appelé. Ah, ok, d'accord. Je sais quoi le problème. Il dit, c'est Lully, mais il le sait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'Orson Welles et j'ai un agneau tout gentil, adorable, et ça, c'est pas crédible, quoi. Ok, d'accord. Et donc, je leur ai dit à tous les deux, l'autre sait. Vous ne travaillez pas en dehors du fait que l'autre sache. C'est pas possible. Et donc, allons-y. Donc, on a bossé avec Boris sur Monsieur André, on a bossé. Mégalomanie, mais ça veut rien dire, mégalomanie. Puis un jour, j'ai trouvé un mot, narcissisme. Et je l'ai fait diriger, je lui ai donné une baguette. Je me souviens, on était à Pygmalion à l'époque. Je travaillais là-bas. Dans la salle, je lui ai mis il y avait 2 enceintes. Je lui ai mis le Requiem de Verdi à fond. Le dièse tiré. Et je dis, vas-y. Donc, il a commencé à diriger comme un fou. Je dis, OK, maintenant, le mec, il est narcissique. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on le regarde quand il dirige. Et là, c'était extraordinaire, quoi. La mégalo qui s'est dégagée, d'un seul coup, il y avait que lui qui comptait. Voilà, bon, j'ai appelé Gérard Corbiot, je lui ai dit, voilà. Parle-lui de narcissisme, et ça allait tout de suite tout seul. Est-ce que tu as l'impression parfois d'être un psychologue dans ton travail de coaching pour les comédiens? Ça y touche. Ça touche. C'est à cet endroit-là où je dis toujours aux comédiens, si je vais trop loin, dis-le moi. Il y a des fois des gens, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard. Quand une comédienne, genre il y a des trucs, il y a des fois des gens qui m'ont appelé pour faire du coaching privé, ils avaient 1 scène et demie. C'est pour se rassurer. Oui. C'était même pas juste pour passer le casting, hein. Non, j'ai eu le rôle, mais là, je veux le travailler. Mais je dis, c'est quoi? Ben, c'est l'infirmière. Je dis, c'est une blague, quoi. On va prendre allez, paye-moi un café, on discute pendant une demi-heure. Ça ira mieux, mais laisse tomber, quoi. Mais non. Il y a des fois sur des castings, hein, des gens qui m'ont appelé. Je lis le texte. Je dis, c'est quoi le problème? Ah, je sais pas comment faudrait que je vois, t'as la pétoche, quoi. Ouais, bah oui, j'ai la pétoche. Et ben, vas-y avec la pétoche. De toute façon, vu le texte, vu le personnage, ça peut pas être quelqu'un qui est rassuré, donc ça va aider la pétoche, t'inquiète pas, quoi. Bon, je dois combien, mais rien, tu ne peux rien. Et ça, c'était avant de passer le casting? Ouais. Okay. Et alors, quelquefois, après, ils ont le rôle, et donc ils m'appellent pour un truc d'1 page et demie. Je dis, mais non, tu vas pas, arrête, quoi, stop. T'as pas besoin, appelle ton réal. Dis-lui, est-ce qu'on peut aller prendre un verre juste pour que je sache ce que vous voulez, comment vous voulez. Même cette infirmière, est-ce que vous voulez qu'elle soit un peu réservée? Est-ce que vous préféreriez? Et les réals sont assez contents, généralement, qu'on s'intéresse à un petit truc en plus. Il y en a qui disent, écoute, je sais pas, mais merci de m'avoir posé la question, on verra le jour du tournage. Bon, ben voilà, très bien. Ça dépend vraiment de qui ils sont. D'où l'intérêt de parler avec les réals. Je rebondis sur le fait que tu parles de réal. Pourquoi bon, le coach vient en amont du tournage, bien sûr, et tu fais un peu le relais entre le comédien, si je comprends bien, et le réalisateur. Mais pourquoi on n'apprend pas l'acting au réalisateur dans les écoles de réalisation? Il y en a qui le font, il y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a quelques endroits. À Pygmalion, je le faisais, j'avais monté l'atelier des metteurs en scène, ça remonte à
91, 92, je crois. Ça remonte un bail. Pour la plupart, c'est le comédien, c'est quelque chose d'inconnu, quoi. Enfin, je veux dire, on apprend sur le tas, mais et encore. C'est au-delà de ça, c'est qu'il y a même une sorte de... Les réals ne savent pas ce que c'est que les comédiens. En fait, ce sont deux places qui regardent ce que va voir le spectateur, chacun de son point de vue. Or, en fait, chacun ne connaît pas nécessairement le point de vue de l'autre. Le nombre de comédiens qui ne savent... Si je devais remonter une école, la première chose que je fais, je mets toutes les comédiennes et les comédiens devant une table de montage. On les filme avant, on dit, voilà, tu vois ce que tu as fait, toi, tu vois ce que tu as fait, regardez, voici 3 séquences possibles. Je prends 3 monteurs et ils montent la même scène et ils vont regarder, ils vont dire, oh, putain, c'est ça mon boulot. Oui. Ton boulot, c'est d'apporter de la matière. Souvent, je fais l'image de faire les courses avec un menu. Tu vois là, tu as une recette avec un menu. Voilà, tu vas faire tes courses. Tu vas au marché, tu prends. Quelquefois, il y a un truc, oh, c'est sympa, c'est du sucre, je peux... Tiens, on va peut-être prendre du sucre, on verra si on en aura besoin ou pas. Tu mets ça dans ton panier, t'achètes, tu reviens dans la cuisine, tu poses tout. Et là, il va se passer plein de trucs. Un tournage, c'est juste faire les courses. C'est pas faire la cuisine, le tournage. Et il y a plein de comédiens qui pensent que au moment où ils jouent le film. Mais non. T'amènes juste la matière dont le réal va avoir besoin avec son monteur ou sa monteuse pour faire le film. C'est marrant parce que t'inverses ma question. C'est tout à fait marrant. C'est-à-dire que toi, en fait, finalement, ça reviendrait à dire que même les comédiens devraient aussi apprendre ce que c'est que le métier de réalisateur. Mais bien sûr. Mais l'inverse, finalement, est aussi. Moi, les premiers réals que j'ai fait travailler, je pense à des Gilles Demestre, je pense à Éric Duret, Régis Mardon. Roland Timsit, c'était encore autre chose parce qu'il est plus sur le théâtre, lui. Mais c'est des gens qui sont venus bosser à Pygmalion, Jeanne Gottesdiener, qui maintenant est au studio, machin, et ils sont venus pour la direction d'acteur. Et je leur ai dit, tu te mets là-bas, et je prenais à chaque fois, quand il y avait 10 réals, je prenais 10 comédiens dans les ateliers, je dis, tiens, ce soir, tu sers de cobaye. Ils étaient trop contents, hein. Et ils allaient se mettre 2 par 2, un réal, un comédien. Ils disaient, allez-y. Vous marchez jusque-là, vous êtes mort de rire. Vous avez fait une grosse connerie, ça vous fait rire, c'est parti. Mais on se dit quoi? Rien, vous riez. Alors, comme la comédienne ou comédien à côté, y allait, l'entraînait, machin, hein, et puis petit à petit, mais c'était des exercices du type, ta comédienne qui est là-bas, t'es sur ton plateau, ça fait 10 minutes que tout le monde l'attend, c'est une copine, tu lui as donné un rôle parce que c'est vraiment une amie en qui t'as confiance, avec qui tu travailles. Elle est là-bas, elle fait sa star dans la loge, là. Elle veut pas venir. Premier assistant y est allé. Le directeur de prod y est allé. Et là, tu vas la chercher par la peau des fesses et tu la ramènes sur le plateau. 90% des réals, femmes ou hommes, commencent en disant « T'es pas sympa, hein ?» Je dis « Non, c'est pas bien compris, là. » Non, tu vas la chercher, tu la ramènes et il y en a, je me souviens de Régis la première fois. « Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Tu crois que tout le monde est à ton service ?» Et les comédiens étaient ravis parce qu'ils jouent le jeu. Ils disent, OK, ils savent très bien qu'on est en train de faire semblant. Mais il y a des réals, ils avaient la pétoche de lâcher leurs émotions. En fait, il y a beaucoup de réals qui n'ont jamais travaillé l'émotion autrement que j'écris quelque chose et je vais le réaliser. Et donc, à travers le comédien, il délègue absolument l'entier de la vie physique des émotions. Donc, évidemment qu'il y a un transfert. Et donc, évidemment qu'il y a la peur. Donc là, on leur apprend à prendre leur place aussi, finalement. Pour le réal, le plus difficile, quand tu regardes ton film, c'est d'accepter l'autobiographie des émotions et de ce qui se passe. Donc, quand tu diriges ta comédienne et tu lui demandes quelque chose... Ce que tu veux dire, c'est qu'elle y met d'elle-même, c'est ça, quand tu parles d'autobiographie? Mais inconsciemment, bien sûr. Oui, d'accord. Il entre, il la voit, elle est enroulée dans sa serviette. Bon, il l'aime, machin, il est troublé. Alors, tu veux quoi? Il est troublé, quoi. Oui, mais c'est-à-dire, je fais quoi? Je le vis comment, le trouble? Mais je sais pas, débrouille-toi, ou t'as qu'à trembler un petit peu, ou tu sens quand t'es comédien. Moi, j'étais comédien aussi à un moment, hein. J'ai joué sur ça. J'ai fait des petits films, j'ai fait des machins, j'ai donné des coups de main. C'était pas mon chemin d'être acteur, mais je vois bien ce qui se passe, hein. Mais est-ce que ça vient pas de la peur d'imaginer? Là, ce que tu me décris là, c'est-à-dire à chaque fois qu'on te pose des questions pour essayer de se créer quelque chose, un univers, est-ce que c'est pas finalement, si on s'autorise pas à créer, est-ce que c'est pas c'est quoi, c'est une crainte, c'est une peur, c'est quoi? Et ça dépend où tu es, et ça dépend de...
Je vais parler de deux choses différentes. Il y a deux secteurs différents. Il y a le jeu indépendamment du résultat final, du support final. Film, théâtre, radio, télévision, il y en a plein. Et puis, il y a après, il y a le problème de la création de l'autre. C'est-à-dire qu'une comédienne ou un comédien, c'est quelqu'un qui est au service d'une œuvre, qui est pas là pour parler de lui. Moi, j'ai entendu des gens au théâtre. On est en train de préparer Hamlet. Et t'as le comédien qui dit, ouais, mais là, moi, je le ferais pas comme ça dans la vie. Alors, comment t'expliquer? Donc, le mec s'appelle Shakespeare. Il a écrit un truc, ça fait quand même un bail que c'est joué. Et donc, si tu veux jouer des trucs que toi, tu vis dans la vie, tu t'écris ton scénar, ton script, mais sinon, tu vas faire ce que fait Hamlet. T'as la scénariste qui est à côté, hein, qui dit rien, qui s'est fait chier à écrire les dialogues, qui a travaillé avec des comédiens pour préparer tout ça. Et le comédien qui est là, qui fait, ouais, mais je peux pas retirer un peu cette phrase-là, je peux pas mettre ce mot-là à la place, hein, c'est mieux, hein. T'as des comédiens des réals qui vont dire, je m'en fous, ce que je veux, c'est que tu sois à l'aise. Puis t'as des gens qui vont dire, mais il devient quoi mon personnage? Là, je vais faire un stage là, à la rentrée sur une suite d'impro que j'ai créée au sein de Pygmalion qui s'appelle La Découverte, où un des exercices dans cette série, quand on commence, c'est d'être face à face en quelqu'un. Il y en a un qui découvre l'autre. Donc il me dit, mais je découvre. Ouais, tu découvres. Et la question que tu as en tête, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oublie que c'est de la peau, oublie que c'est des yeux, tu ne sais pas. Vas-y. Et j'ai vu des comédiens connus faire... C'est-à-dire prendre leurs propres lunettes parce qu'ils voient pas 2 mètres et plaquer les lunettes sur la personne qu'ils sont en train de découvrir. Cet exercice, c'est à travers le dialogue ou à travers Non. Ils ont le droit de parler s'ils veulent, ça les regarde. D'accord. Mais tu vois que cet exercice laisse place à... Là, on est vraiment dans laisse place à la création. C'est vrai que t'amènes quelque chose qui t'appartient. T'amènes... Bon, là, je rebondis. Hein. Ouais. T'avais parlé d'un exemple à un moment donné. Bon, dans ce que j'ai écouté de toi, tu disais qu'à un moment donné, t'avais demandé un exercice à des comédiens. Ils devaient sauter par une fenêtre. D'accord, bon, tu vois de quoi je parle. Et en fait, il y en a qui venaient te demander s'il y a une piscine en bas, s'il y avait un parachute, comme ça. Et toi, tu dis non, mais ça, c'est votre sauce. Il y a deux choses. Il y a deux notions qu'on confond. L'estime de soi et la confiance en soi. Ce sont deux notions qui peuvent avoir des points d'achoppement et des recoupements et des petits ponts pour passer d'un univers à l'autre. Mais la confiance en soi, à partir du moment où tu rentres dans un cours de théâtre, elle y est. C'est parce que tu n'as pas l'estime de toi qu'on croit que tu n'as pas confiance en toi. Confiance, c'est vraiment étymologiquement un confio, avec la foi. Si tu ne crois pas que tu es à ta place, tu n'y viens pas. Maintenant, tu peux dire, bon, allez, je sais que c'est ma place, et en même temps, comme t'as pas l'estime de toi, estimer, c'est quand on dit, bon, ok, ce truc-là, tu l'estimes à combien? Ça a quelle valeur? C'est aussi simple que ça, hein. Donc, quelle estime j'ai de moi? Moi, en tant que coach, il m'a fallu des années pour trouver l'estime que je pouvais avoir en tant que coach. Est-ce que c'est venu avec l'expérience? Non. Non? Non. Souvent, on me dit, mais toi, c'est facile, t'as confiance en toi. J'ai mis en tant que coach, ça n'a aucune importance que j'ai confiance en moi. Ce qui est important, c'est que vous ayez confiance, vous, en moi. Que vous me fassiez confiance. Moi, je vais me lancer et je vais m'adapter à qui vous êtes. Je peux pas arriver avec 12 000 certitudes qui ne vous correspondent pas. En plus, le film, on le démarre dans combien de temps? Dans 6 mois, je suis en train de commencer à vous faire travailler pour un truc auquel je ne participerai pas. Je ne serai pas sur le plateau. Je vous connais pas. Souvent, je dis, je veux pas lire le script pour éviter justement d'avoir des intrusions, d'être intrusif ici ou là, ou de mettre des mauvaises idées. Non. Donc, il y a plein de comédiens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Donc après, ça, c'est des vrais problèmes psychologiques personnels et qui viennent dans un cours de théâtre parce qu'ils croient en eux, en tant qu'actrice-acteur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faits d'abord pour le devenir, mais c'est surtout parce qu'ils ont tellement peu d'estime que ils vont foncer dans la confiance.
Et d'un seul coup, ils arrivent sur le plateau en disant « Non, mais c'est moi qui... allez, c'est moi qui... » Et ils en rajoutent dans la mégalomanie, dans le machin, mais c'est parce qu'ils manquent d'estime. S'ils avaient de l'estime, ils arriveraient très tranquillement. Moi, je connais des comédiens tout à fait d'un calme et presque d'une pudeur magnifique et qui n'ont pas besoin de frimer. Sur Farinelli, à un moment, je me souviendrai toujours de ce comédien qui s'appelle Géréon Crabbe, qui est ce comédien qui joue en face d'Harrison Ford dans Le Fugitif. Il fait son copain médecin. C'est lui qui fait Handel dans Farinelli. C'est un comédien, quand tu vois sa bouille, tu dis « Oh, j'ai vu dans plein de films ». Et il m'a vu, il a regardé, il disait rien. Il lisait L'équipe en hollandais, parce qu'il est hollandais, là, avant les tournages, enfin, avant les prises. Puis un jour, il est venu me voir, il me dit « Donc, t'es coach ?» « Oui, d'accord. » Donc, j'ai vu. Donc, Nikita, c'est toi. « Oui, ok. » Et il me dit « Ok, est-ce que ça, tu peux m'aider sur ça, ça et ça ?» Je dis « Ouais, ok, d'accord. » Mais tranquille. Ni faussement humble, ni mégalo, ni en essayant de me rabaisser, ni en disant rien. Juste en disant « Voilà, bah, on bosse, quoi. Tranquille. » Les deux Italiens, avec les Farinelli et son frère, c'était par moments plus chaud. « Non, mais c'est moi le premier rôle, quoi. » Et alors, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a foutu? Tu penses que parce qu'il y a le premier rôle, c'est plus important que le reste du film? C'est n'importe quoi. C'est toutes ces choses-là qu'on n'explique pas aux comédiens dans les groupes, dans les ateliers. Il y en a qui tombent très vite de leur piédestal, hein. Donc là, si je résume, tu disais qu'on peut avoir confiance en soi, mais manquer d'estime. Est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'on peut avoir une estime de soi, mais manquer de confiance? Enfin, l'inverse est aussi possible? C'est-à-dire que croire en soi, c'est une dimension, j'ai envie de dire, liée à la mission, liée à la notion de quelle est ma place? Est-ce qu'on va m'aimer si ceci, si cela? L'estime de soi, c'est... Là, je suis autant à ma place avec vous ici que si je me retrouve à France Inter devant 600 personnes. Ça n'a aucun rapport. Moi, je suis là où j'ai à être. Mais je peux aussi, vous auriez pu m'appeler, on aurait pu faire ça par téléphone, et je suis en train de marcher sur la plage à Saint-Brévin. Enfin, ça ne change rien. Par contre, croire en moi... n'en vaut pas trop l'intérêt. C'est idiot, mais la confiance en soi, c'est une erreur de jugement pour moi. C'est une souvent je leur dis, par exemple, vous avez pas de défaut. Bah si, il y a des comédiens qui ont des défauts. Je dis non, vous n'avez pas compris. Le défaut, c'est pas ça. Défaut, c'est à défaut de. D'abord, c'est-à-dire qu'il y a un moment des choses que vous faites. Et puis des choses que vous devriez faire, et puis des choses que vous avez peur de faire, et vous allez commencer à développer autre chose par manque de. Donc c'est à défaut de. Mais c'est pas un défaut. La curiosité, c'est pas un défaut en soi. C'est un rééquilibrage peut-être. Il est trop curieux, trop. Donc là, d'un seul coup, ça devient un défaut. Mais la curiosité, à la base, c'est juste un trait de caractère. Et je dis en tant que comédienne et comédien, vous ne pouvez pas avoir de défaut. C'est quoi un personnage? C'est quoi son parcours? C'est quelqu'un, à un moment, la vie propose des trucs, les scénaristes qui sont pas idiots, l'ont mis sur un fil, et font boing, et le fil commence à vibrer dans tous les sens, et le public se demande est-ce que le personnage va tomber ou pas du fil, comme un funambule. C'est ça l'histoire. Et s'il arrive jusqu'au bout, c'est happy end, et puis il y a plein de films où il tombe avant la fin, puis il y a même des films où les scénaristes sont pas idiots, ils ont carrément coupé le fil en chemin. Et l'autre se raccroche au fil comme il peut. Voilà, dans la symbolique. Donc le travail de l'acteur, c'est pas de jouer des qualités, c'est de jouer les trouilles, les peurs, les angoisses, les craintes, les fuites, ce qu'on appelle les défauts humains, à défaut d'eux. Donc à quoi ça sert à ce moment-là d'avoir confiance en soi? Se connaître, oui, ça c'est important. Se connaître. Et ne pas avoir peur de découvrir des choses qu'on croyait connaître et qui se révèlent différentes. Vraiment, moi je me souviens, comment il s'appelait ce comédien? Il m'avait appelé, on lui avait proposé de jouer le rôle d'un homosexuel. Il avait une scène pas de nu, mais tactile. Une scène tactile où on se chope et on s'embrasse et tout. Ouais. Il était super mal à l'aise. Il me dit, waouh, l'homosexualité. Je dis quoi? C'est quoi, là? Ouais, mais t'en sais rien, parce qu'elle, si, j'ai même essayé une fois, je voulais savoir si c'était ma vie ou pas. C'est pas ma vie, bon, voilà. Mais tu peux pas imaginer qu'à un moment, t'aimerais un homme au point de, t'as pas l'imaginaire suffisamment libre, il y a le blocage. C'est quoi ton blocage?
C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça veut dire que ton artiste subit la pression de ton individu de tous les jours qui a ses critères de beauté, d'esthétisme, de morale, de j'en passe et des meilleurs. Or, un artiste ne peut pas être coincé par sa propre personnalité. C'est pour ça que beaucoup d'artistes sont des fous furieux. Mais c'est ce qu'on leur demande, hein. Moi, j'ai des comédiens, des comédiennes qui ne comprennent. Ouais, je l'ai raconté 2-3 fois, donc elle s'en fout maintenant, mais je me souviens de Marion sur La Môme. À un moment, les mecs, ils voulaient pas lui faire ces petites dents qu'elle demandait. Comme ça, parce que Piaf, elle avait comme ça de petites dents en avant. C'est comme ça qu'elle chantait, qu'elle parlait comme ça un petit peu. Bon. Donc elle demande à ce qu'on pourrait... Et les mecs disent, oh non, ça va, Elle arrive, elle me raconte ça, furieuse. Hurlant comme un chartier, des connards, des machins, maintenant pour eux, ce sera un film de merde. Je dis, Marion, tu penses sérieusement que le réalisateur, la prod, machin, tout ça, t'ont choisi. On dit non à Walt Disney Miramax parce qu'il voulait que ce soit une petite brune, il voulait, hein. Marion, elle fait 1m68, elle est châtain. Je rappelle que Piaf, elle faisait 1m47. Donc déjà, t'as 20 cm à récupérer quelque part. Donc bon, tu penses qu'ils t'ont choisi pour que tu... Ouais, mais je suis qui, moi? Je dis, t'es la personne qu'ils ont choisi, en qui ils croient. Eux, ils ont confiance. Ils savent que tu peux. Et Marion, c'est bon, parce qu'après, elle l'a dit. Mais le truc ça m'a le plus coûté vraiment de faire Piaf, c'est d'aller chercher la tyrannie, quoi. Ah oui? C'est quoi notre part de tyran, humainement? Qu'à un moment, un rôle nous demande de lâcher, quoi. J'ai une comédienne qui devait tourner dans un film, et puis elle a fait des essais. J'étais plusieurs à faire des essais, puis des essais... poussés. Puis à high level, parce que c'était que des stars, elles étaient 5 ou 6, la personne ne savait pas trop. Elle voulait une comédienne française. Bon. Donc elles ont fait leurs essais, et je me souviens, elle m'a dit, je vais pas y arriver. J'ai dit, pourquoi? Parce que je sens bien le personnage, il demande d'accepter d'avoir 40 balais, quoi. Et... Genre, t'as envie de dire, je te rappelle que t'en as 45. C'est quoi le problème? Non, mais là, non, je suis pas prête encore. Ah, d'accord. J'ai une comédienne qui a mon âge. On est nés la même année, 64 ans cette année. Cette personne, je lui ai envoyé un scénar. C'est une femme de 55 balais, dans un fauteuil roulant, qui demande à sa fille de l'aider à mourir, parce qu'en plus, elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer. Elle dit, vous êtes gentil, mais enfin bon. Non, on va arrêter les conneries. J'ai bien vécu, je suis très heureuse. Mais alors, déjà dans un fauteuil, c'est pas drôle. Mais alors, s'il faut pendant là, 6 mois, 8 mois, j'attends que mon cancer me tue. Non, je préfère m'arrêter maintenant. Et elle demande ça à sa propre fille, de l'aider. Voilà. Donc, c'est un peu dur. La comédienne m'appelle. Elle était en larmes au téléphone. C'est super beau. Mais vraiment, c'est super beau, Pascal. Je suis très ému. Les boucles, je pourrais jamais jouer ça. Je te propose pour être... Non, mais tu sais, je fais encore 45 à l'image. Hein. T'as envie de dire, mais c'est pas vrai, quoi. Ça veut dire que cette personne, n'a pas l'estime d'elle-même, et que la confiance qu'elle a, elle l'a mal placée. Elle ne croit pas à la bonne chose chez elle, puisqu'elle ne peut pas avoir confiance dans la confiance que je lui fais moi. Souvent, les comédiens et les comédiennes, ils se font faire des photos. Ils disent, moi, celle-là, je peux l'envoyer, faites jamais ça. Ne choisissez jamais vous-même vos photos. Vous faites, avec certains bons photographes, il y en a qui vous font 80 photos pour un prix raisonnable. Vous prenez les 80 photos, vous les envoyez à 15 personnes professionnelles que vous aimez, qui vous aiment bien, qui vous connaissent, et vous dites, voilà, choisis-moi les 5 plus intéressantes ou les 10 plus intéressantes. Et comme par hasard, c'est à peu près les 10, 15 qui reviennent. Voilà. C'est avec ces photos-là que vous allez travailler. Ça vous sert à quoi de choisir la photo dans laquelle vous vous aimez beaucoup, mais dont tout le monde se fout et qui fait qu'on va jamais vous appeler? Ça n'a pas l'intérêt, hein. On ne travaille dans ce métier en tant qu'actrice et qu'acteur parce qu'on est choisi. Sinon, il y a une autre voie, hein. J'écris mon propre film et je joue dedans. Et je vais jouer les rôles qu'on n'a pas voulu me donner. Lascaux, c'est ce qu'elle a fait, hein. Vous voulez pas de moi, vous ne croyez pas en moi, je vais vous montrer. Elle a écrit ses pièces, et tout le monde fait, ouais, ça est super. Voilà, très bien. Le Merci a fait pareil. Oui.
Ah bah sinon il se passe rien pour elle. Mais c'est les deux seules voies, il y en a pas d'autres. Soit les autres te choisissent, soit tu as suffisamment d'estime de toi pour mettre cette estime au service de la confiance en soi, d'écrire, de réaliser, de jouer le propre rôle. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton coaching avec Anne Parillo sur Nikita? Moi, je dois à Anne et Luc, à chaque fois que je peux le dire, je le dis, je lui dois d'avoir abordé réellement le coaching professionnel. D'avoir officialisé, on va dire, avec un label aussi. Enfin, tu as eu un label. Donc... D'un seul coup, Ouais, d'un seul Nikita, coup, moi, ça me fait arriver sur la place de Paris. Voilà, Ouais, quoi, boum. Et c'est lui qui me l'a proposé. Hein. Et donc, voilà, on s'est retrouvés un soir. Il me dit, voilà, je veux pas faire lire le scénar. Je fais pas lire le scénario. Ce que je peux te dire, c'est que c'est une nana. Et il m'a donné un exemple. Il me dit, elle est là, elle dîne avec un mec. Elle est super séduisante, très marrante, très rieuse et tout. Ils partent à l'hôtel. C'est elle qui a choisi la chambre. Elle est super belle, elle est très voluptueuse. Elle est à cheval sur lui. Le mec commence à jouir, c'est super. Et elle attrape sous le matelas, elle attrape un flingue. Et froidement, pum, elle lui tire 2 balles dans la tête. À la suite de ça, elle part, elle s'échappe par une salle de bain et elle revient comme journaliste avec tout le monde en disant que s'est-il passé? Voilà. Je veux que la nana soit capable de vivre tous ces états indépendamment les uns des autres parce que je vais pas tous les tourner le même jour en même temps. C'est quelque chose d'extrêmement logique de la part de Luc. Moi, la scène du dîner, ça se trouve, je vais le tourner le lundi. La scène où elle le tue, on tournera dans 2 mois parce que je n'aurai l'hôtel que dans 2 mois. D'accord, ouais. Bah oui. Ouais. Donc, le comédien qui fait le lien, il fait le lien comment? En partant de quoi? En se souvenant de quoi? C'est aussi ça, le cinéma. C'est pas comme au théâtre. C'est une des grandes particularités du tournage. La capacité que les comédiens ont de raccorder des émotions qui, quelquefois, ont été tournées à des semaines d'intervalle. Et donc, voilà, Luc me propose le truc. Je dis OK. Et à l'époque, je faisais une chose, parce qu'il voulait venir voir. Je dis OK. Je l'avais fait avec... Jacques Monet était venu, Alfredo Arias était venu aussi, enfin, il y a quelques réals, le metteur en scène qui était venu, il voulait comprendre ce qui se passait au studio. Je disais toujours, si vous venez, vous participez. La première demi-heure, vous faites les diagonales avec tout le monde. Faites les exercices comme tout le monde. Parce que si vous êtes avec tout le monde et si vous vous livrez avec tout le monde, alors ils vous respectent. Et ils vont accepter après de répondre à vos questions, de vous suivre. Mais sinon, ils vont se penser en casting tout le temps. Déjà, ils se penseront en casting un minimum, mais ça, c'est la vie. Et donc, il est venu et on a commencé à bosser avec Anne. Donc, il s'est prêté au jeu. Il a joué le jeu, il est Voilà. venu. Ouais. C'était super. Après, il a répondu à toutes les questions des comédiens. C'est assez étonnant. Il m'a dit, financièrement, il m'a dit, je veux pas être le mendiant, mais je veux pas être le pigeon. Ça me souviendrai toujours. Quelque chose de très carré, très simple. Il n'y a jamais une magouille payée remis sur l'ongle. Et par contre, c'était Anne. Et j'ai dit, d'abord, faut que je discute avec Anne. Et Anne, elle a débarqué un soir, on se connaissait pas. Il me l'a envoyé. Elle est arrivée avec une sorte de grand chapeau, avec une sorte de voilette, habillée, genre Chanel, noir, les bas, machin. Bon, elle était en retard. Elle m'a dit après, on en a parlé après, elle me dit, je t'entendais parler, j'avais peur. Je me dis, pourquoi faire, putain, pourquoi faire? Je sais pas, j'avais le train comme ça. Bon, ok, donc elle est arrivée, elle dit, bonsoir. On l'a vu partir, se mettre dans le fond de la salle, voilà. C'est bon, on a continué de travailler. Tout le monde savait qu'elle allait venir. Tout le monde savait. J'avais prévenu les comédiens, je dis à Anne Paris, il y en avait un ou deux qui ont fait, oh, Woolit. Parce qu'elle avait fait la pub pour Woolit, c'était tout ce qu'ils avaient gardé. Oh, Woolit. J'ai dit, mais non, mais attendez, déjà, elle va venir dans un endroit où elle connaît personne, où nous, on sait qui elle est, on sait pourquoi elle vient. Et elle va quand même venir. Faut être bien accroché quand même, hein. C'est là où on commence à parler de est-ce que tu as confiance en toi, quelle est l'estime de toi que tu as ou pas. Mais si elle croit pas en elle, elle vient pas, c'est pas vrai. Donc elle a confiance en elle. Quand ça, tu mets le comédien en face de ça, déjà il dit ouais, effectivement, faut que j'arrête de truander avec le fait que je veux ou je veux pas être comédien. Bah oui, mais c'est que tu veux être comédien, sinon tu viens pas. Arrête de nous la jouer, je sais pas, j'hésite encore. Mais non. Là où t'as peur, c'est est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce qu'on va m'aimer quand même?
Est-ce que je vais être apprécié? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que je vais faire des conneries? Ça, c'est une chose, c'est l'estime. Mais la confiance, c'est la foi. Donc, tu crois en toi, donc viens là, quoi. Sinon, il y a longtemps que tu te serais suicidé. Enfin, bon. Et Anne, au bout de, je sais pas, à un moment, j'ai demandé, il y avait une grande impro, il y a une comédienne qui était toute seule. Je dis, bon, c'était 2 sœurs. Il y en a une qui est plus jeune, qui est plus vieille. Et la plus vieille héberge la plus jeune en disant, mais t'arrêtes de te droguer, quoi. Et la plus jeune, elle est partie faire je sais pas quoi. Et la plus vieille, elle a fait le ménage, parce que la frangine, elle fait jamais le ménage. Et à un moment, elle découvre dans un coin, machin, de la drogue. Et elle l'attend. Et là, c'est le moment où il y a une impro. Et je leur dis, je sais pas ce qui se passera. Par contre, moi, j'interviens dans les impros en disant, OK, stop, ne bougez pas. À partir de maintenant, il se passe ça, il se passe ça, et toi, tu penses que. Et donc, à chaque fois, j'aiguille, hein, pour que, bon, ça parte pas au boudin. Et j'attendais. Sur Laetitia, qui était là toute seule à attendre. Et on a vu, moi, je veux bien. Et on a vu passer Anne. Elle avait tout retiré, elle avait gardé la grande chemise blanche qui lui tombait sur les cuisses, pieds nus, avec juste le collant. Les manches retroussées, prête à bosser, quoi. Waouh, elle a fait l'impro, elle était allée à fond. Elle m'a dit, après, elle me dit, oh, je me suis dit que c'était une chance que je pouvais faire un truc comme ça. J'avais jamais fait. Je dis, bah, et on s'est mis, après, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que le coaching que tu me demandes, qu'on va faire ensemble, est-ce que tu veux le faire pour Nikita ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est pour la suite? Est-ce que ta carrière pour toi, c'est Nikita? Ou est-ce que ton chemin, c'est d'être comédienne? Peu importe Nikita. Et le succès de Nikita. Elle dit non, moi je trace. Ok, alors on y va, on bosse. Et on s'est bien bossé. Ce travail a duré combien de temps? Je sais pas si vous l'avez dit. 8 mois pratiquement, on a bossé. C'est énorme. Ah ouais. Bah, c'est-à-dire que le problème, on m'a dit, ouais, on me dit, tu donnerais du talent à une chèvre. Mais c'est-à-dire que moi, je ne vais pas changer une chèvre en guépard. Enfin, je veux dire, une chèvre, ça reste une chèvre. Hein. Voilà. Et moi, je dis souvent, Anne, c'est un diamant qui était mal taillé. Donc, la lumière passait pas aux bons endroits. Et toujours dans le même sens. Or, un beau diamant, c'est un diamant que t'éclaires de n'importe quelle face. Il brille. Donc, mon boulot à moi, c'était de l'aider à retrouver, à polir les côtés, les machins. On a travaillé sur, évidemment, les rapports de force, très important. Non, c'est à cause du rapport avec Chicky Cario. Les rapports amoureux, angoissés, inquiets, sans connaissance de l'autre, pour tout ce qui se passait avec Anglade. Tout ce qui est le passé douloureux dont on ne parlera jamais. Beaucoup de blocages. En fait, ce ne sont pas des blocages. Ce qu'on appelle un blocage chez un artiste, c'est un marchepied. D'accord. On croit que c'est un blocage. Pour quelqu'un de tous les jours qui n'est pas artiste, un blocage, c'est le truc qui ne te permet pas d'avancer. Pour un artiste, c'est je viens de comprendre à un endroit où j'ai une douleur, une peine, une blessure, une plaie, et au lieu de dire bon, j'irai plus jamais là, on va dire ok, c'est une marque sur une porte et je vais aller ouvrir cette porte. Si ça me fait mal, c'est que c'est important, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Tant que ma vie n'est pas en danger, c'est ça le truc. Hein. C'est comme la peur. Là, si toucher l'épaule de Jade avec le doigt, c'est le truc qui me fait vraiment la pétoche. Rien que d'imaginer déjà, j'ai le cœur qui bat à 250. Au fur et à mesure que je vais avancer la main comme ça va être l'enfer, ça va être l'enfer. Quand je suis là à 3 cm, c'est fini. J'ai moins peur. Il suffit que je touche, c'est fini et la peur s'écroule. Puisque j'ai passé le cap. Mais ça veut dire que c'était la chose importante, sinon j'aurais jamais eu autant peur que ça. Donc, dès qu'on commence à avoir un peu peur, ça veut dire que quelque chose est en train de se préparer. Si je vous prends par les pieds, je vous tiens en haut de la tour Eiffel en disant je vais te jeter, on se met à hurler, on a très peur. Pourquoi? La vie est en jeu. Si au quotidien, la relation avec un individu ou avec soi-même ne met pas notre vie, je parle en sens physique, létal, si ça ne nous met pas en danger, c'est qu'il se passe quelque chose d'important qu'il faut aller voir, quoi. Je vous disais tout à l'heure, moi, je pas, mes enfants sont au courant, enfin, tout le monde. À un moment, j'avais 22 ans, 23 ans, j'avais même pas encore Pygmalion. Je me suis dit, bon, peut-être, est-ce que l'homosexualité, c'est un truc qui me concerne ou pas? Je me posais vraiment la question. Les rapports au père, le machin, il y a plein de choses qui interviennent dans la vie. Puis je suis quelqu'un de plutôt féminin, culture artistique, le piano, la danse, le machin. Donc je me suis posé la question. Je me suis dit, va voir mon grand.
Va voir. Donc, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais. Je dis, voilà, Jean-Pierre, est-ce que ça t'embête, voilà, que samedi, je vienne chez toi, puis que je passe la nuit, puis que je vois si ça me convient ou pas, quoi. Et puis, on a vécu 8 mois ensemble. Je voulais vraiment savoir. Puis, au bout de 8 mois, je dis, écoute, non, c'est pas mon chemin. Non. C'est pas ça que mais je suis vachement content de l'avoir vécu. Et quand je parle à des comédiennes, je sais, il y a des choses, je sais de quoi je parle quand je leur parle. J'ai pu le vérifier plus d'une fois, le rapport à la féminité, à la sensualité féminine. C'est des choses que ce moment-là m'a permis de découvrir. Encore une fois, hein, ce sont nos vies artistiques qui nous permettent de vivre ça. Cela dit, je connais des gens qui l'ont fait, qui n'étaient pas artistes. Mais c'est des choix. Il n'y a pas de blocage. Le blocage, c'est le jugement qu'on porte sur un événement sur lequel on s'arrête. Et on dit, je suis bloqué. Donc on dit, c'est un blocage. Mais en fait, c'est quoi? C'est un moment où on a pris un pet dans la tronche et on dit, oh là, ouf, c'était un peu lourd là. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Une sculpture? Une peinture? Une œuvre musicale? Du théâtre? Tu vas rapporter ça? Tu vas offrir ça à ton personnage? C'est la chance qu'on a. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui viennent regarder les films, les pièces de théâtre, parce qu'ils peuvent pas, ou ils le font pas. Par procuration? Bien sûr. Pour en revenir à ta question de tout à l'heure, bien sûr qu'il y a des réals qui vivent exclusivement par procuration avec leurs comédiens. Et c'est pour ça qu'ils ne les connaissent pas. Au lieu de vivre leurs émotions dans leur quotidien, en tant qu'individu, au moment où ils réalisent le film, ils projettent sur la comédienne ou sur le comédien plein de trucs. S'ils les connaissaient mieux, ils sauraient que c'est pas comme ça qu'on bosse avec un comédien. On ne dit pas à un comédien, tu entres et tu l'aimes. Comme j'ai mis ça dans la petite conférence. Tu dis pas ça. Tu dis, t'arrives et parce que tu l'aimes, tu trembles. Ou t'oses pas regarder ses mains. Ou, enfin, j'en sais rien. En tant que réalisateur et avec ta sensibilité à toi, tu dis, voilà, moi, j'aimerais bien qu'il soit comme ci ou qu'elle soit comme ça. D'accord, ok. Pour le comédien, c'est qu'est-ce que je fais? Je reviens juste sur l'épisode de Nikita. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, tu savais que tu voulais pas aller sur le tournage? Oui. Là, c'était encore, à la base, c'était déjà le process. Ouais. Et je vais élargir ma question. Est-ce qu'il t'est arrivé ou est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui de faire du SAV pendant le tournage, alors que le comédien est en tournage, crise de panique, j'appelle Pascal, il faut qu'on parle. Ah non, il n'y a pas besoin. Hein. Ce qui arrive, c'est que le réal puisse m'appeler. Ah oui. En disant là, il s'est passé ci hier, comment on peut faire? Ah, d'accord. Ça, c'est... Il y a un film comme ça sur 2 sœurs. Tournage. La réalisatrice m'appelle et me dit, bon, galère, problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, la comédienne qui fait la fille aînée, on va l'appeler Béa, devait pleurer, elle n'arrivait pas à pleurer, donc on a essayé, on a machin, est-ce que tu veux bien la prendre en urgence en coaching? Moi, j'avais fait travailler l'autre actrice, qu'on va appeler Annette. Ça vous va, Annette? Et donc, j'appelle Annette, en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bloqué, les larmes, la galère, elle n'y arrive pas. Ok, bon. Et donc, est-ce que tu peux? J'ai dit oui, oh là là, le bordel, il est quelle heure? 8h30 du soir. Oh, bazar. On se retrouve au studio, je vous retrouve, et on se dit 9h30, 10h. Ouais, d'accord. J'attends la confirmation, qui ne vient pas. Et finalement, Annette m'appelle, elle me dit, je l'ai contactée, elle est en ce moment, elle est au bus Palladium. Elle a besoin de décompresser. Voilà, c'est ça, elle est en train de danser. Et donc, je lui ai dit, mais tu sais que demain on tourne. Ouais, mais la réalisatrice trouvera une solution. D'accord. Donc, elle m'a appelé, elle me dit, on oublie, d'accord. Effectivement, il y a eu la solution. La réalisatrice a dit, c'est Annette qui va pleurer et toi, tu restes dans ton coin. En tant que réal, c'est insupportable, quoi. C'est vraiment insupportable. Et il y a des fois, j'ai donné des idées, des solutions. Je me souviens sur un tournage, il n'arrivait pas, c'était sur le rire, et le comédien n'arrivait pas à rire. Je reçois un coup de fil. Pascal, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire rire?
vous êtes où? Bah, on est dans la rue. Ok. Alors, et ça, je l'ai fait 2-3 fois et ça marche quand même super bien. C'est un exercice de base que je garde. J'ai dit, ok, tu vas lui demander de marcher de façon métronomique, au même rythme, lentement. 1, 2, 3, 4, 5, des pas métronomiques qui ne changent jamais. 7, 8, voilà. Voilà, quand il a fait ça, tu le fais revenir à la base, tu dis voilà, tu ne changes pas ta marche. Et sur le premier pas, tu vas faire ha. Sur le deuxième, t'en fais 2, puis sur le troisième, t'en fais 3, puis sur le quatrième. Généralement, au bout du cinquième, tu fais ah oui, c'est comme les vieux moteurs à essence où tu mettais le moteur et tu fais partir avec le starter et le truc se mettait en marche. Et donc là, ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a un rire qui... Oui, donc Il y a un rire, comment ça ça aide, et le comédien fait bah merde, ça marche. C'est une super astuce là que tu oui, nous mais en donnes, fait, là. c'est pourquoi. C'est parce que les émotions, on se trompe. Faut revenir à Jouvet. Louis Jouvet, dans Le Comédien désincarné, qui pour moi reste peut-être le bouquin le plus incroyable sur ce métier, il explique, il dit voilà, la chronologie du comportement humain, c'est sensation, émotion, sentiment, idée. L'hypocrisie n'est pas une émotion. C'est même pas un sentiment, c'est une idée. Mhm. La séduction, c'est une idée. Le sentiment, c'est l'analyse qu'on fait d'un certain nombre d'émotions. Un sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'on juge l'ensemble des attitudes physiques qu'on a vues, nées des émotions, et on attribue une valeur qu'on dit c'est de l'amour. Mais au départ, il y a une sensation. L'émotion, c'est quoi? Quand tu dis « j'étais ému », c'est-à-dire bah, j'étais ému. Oui, tu l'as dit, c'est bon. Et donc, c'est-à-dire, bah, je sais pas comment définir. Bah non, c'est normal d'ailleurs. Ça reste flou. J'étais ému. Et après, on va dire, ouais, mais alors il a fait quoi? Il a pleuré, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est né de cette émotion? On veut nommer Mais la chose, en fait. En tant que comédien, on a besoin d'être rassuré de ça. Mmh. Ouais, les comédiens que je connais, ils vivent toujours un seul état, c'est-à-dire l'émotion, quoi. Ils sont juste émus. Ils acceptent d'être troublé, bouleversé, ému. Il y en a plein, hein, des mots pour parler de la même chose. En fonction de l'histoire qui est en train de se dérouler, elle est là, elle est en voiture, elle vient d'avoir un accident, elle se retourne, son mari est mort, la tête contre la vitre. Vas-y, quelle émotion? Nomme l'émotion. Elle est triste? Mais non, t'es à pleurer de rire. C'est je suis triste. Mais non, ça a pleuré, ça marche pas. Elle est juste profondément émue, choquée. Et ça suffit. C'est le public qui va faire la somme entre ce qu'on lui montre là, contre la vitre, et l'état de la personne. Et il n'y a pas besoin, je suis très sérieux, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Surtout quand tu es au théâtre et qu'en plus tu as des tirades, ça comme, où t'expliques que, mais parce que je vous aime depuis 5 ans, que je vous ai vu à votre fenêtre et que vous n'êtes jamais venu me voir et que je suis triste et que je pleure. Voilà. Merci Racine. Là, tu parlais de l'effet Kuleshov, en fait. Mais oui. Ça, au cinéma, ça s'appelle comme ça, l'effet Kuleshov. Associer 2 idées pour en créer une nouvelle. Souvent, je dis aux comédiens, à la fin du film, il n'y a pas grand-chose à jouer. Hein. Le public sait ce qui se passe. C'est le montage qui fait aussi le film, montage joue énormément. Mais si au début du film, tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu et qu'elle est amoureuse, c'est pas la même chose que de le faire à la fin du film, au bout de 2 heures, où elle vient le voir et elle frappe à sa porte. On ne parle pas de la même émotion, en fait, de la même puissance d'émotion. Pourquoi mettre des mots sur les émotions? Et en fait, c'est parce qu'on parle des sentiments ou des idées. On ne parle pas de l'émotion. L'émotion, il n'y a pas de nom. La peur, c'est l'analyse d'une émotion. Il y a des gens... Non. Je crois que le plus important qu'on a développé au studio, que j'avais donné, que je trouvais vraiment le plus fort, c'est ce que j'ai appelé la contradiction. 2 émotions contraires. Vraiment contradictoires, c'est-à-dire qui s'opposent. Il y avait des exercices, je leur demandais d'arriver, je dis voilà, tu pars du bout là-bas, tu reviens de ta cuisine, et là, il y a ton bureau, il y a ton gamin de 4 ans, toi, tu es architecte, tu viens de passer 15 jours sur un plan, tu as vraiment bien bossé, enfin, tu arrives au bout, et le gamin, il arrive, il a le plan avec un gros feutre, déjà, tu vois que c'est barbouillé, et l'enfant, il a voulu faire comme toi, et il fait bisous papa, bisous papa. Ce mélange dans lequel tu es de colère, de rage et en même temps de tendresse vis-à-vis de cet enfant, c'est ça qu'il faut jouer. Mais je joue quoi?
Non, tu joues le mélange. On peut, bah oui. Quand t'es gamin, que t'es derrière une porte et que tu joues à cache-cache, que l'autre y passe, que t'as envie de rire parce qu'il te voit pas et qu'en même temps t'as peur, ces deux émotions vont très bien ensemble, la peur et le rire. Et quand on a envie de dire je t'aime à quelqu'un, et qu'on a le trouillomètre à 0, et qu'on essaie vraiment d'être sérieux en mangeant dans son assiette et tout, tout ça, ça se mélange et c'est ça qui fait que les personnages sont humains. Donc la contradiction, on l'a développée très vite. J'en disais la plus grande violence avec la plus grande tendresse. C'est parti. Ah non, il y a eu des impros sérieuses au studio. On a gardé ça parce que je trouvais que c'était... Je l'ai concrètement vu, quoi. Et Anne a profité de ça pour Nikita. D'un seul coup, elle a amené des trucs très... La rage et la peur en même temps. Lui, il était super content. Ah oui, parce que d'habitude, il est obligé de ramer, hein. Il y a des comédiens qui se protègent, qui ont peur de pas faire exactement ce que demande le réal. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai bien? Est-ce qu'il va me dire oui? Est-ce qu'on va être obligé de faire 25 prises? Bon, je me permets de revenir sur le fil. Oui. Quand est-ce que tu sens quand ton travail de coach est terminé? De coaching. Sur du coaching privé pour cinéma. C'est jamais fini. C'est le début du tournage qui détermine que c'est fini. Parce qu'en fait, quand on fouille, on n'arrête jamais de fouiller, quoi. Quelquefois, ça nous est arrivé par exemple, on a bossé avec la petite, moi je l'adore, elle est géniale, Marie-Julie Beaupe, qui a eu les Molières l'année dernière avec son spectacle au Mathurin, là. Bon. Marie-Julie, c'est elle qui fait Piaf. Alors ça, c'est une idée qui m'a fait mourir de rire. Il m'appelle un jour. Il m'appelle pour faire bosser Tahar Rahim pour le Aznavour. Je dis oui, allons-y, bossons, on rencontre Tahar, on rigole, ça marche bien. Voilà. Pour donner une idée de ce qu'on est capable de faire, il y a 2 choses que j'ai faites avec Tahar, en plus de l'exercice comme ça. On s'est baladé pendant 1 heure dans Paris, presque 1h30, Aznavour et Pascal. Et Pascal qui lui parle de comment était Paris dans les années 50. Et là, il est obligé de te parler comme Aznavour, de dire « Oh, mais c'est pas comme ça, machin », puis avec le style. 1h30, super. « Oh, on a fini », il me dit « Oh, ça fait du bien, j'ai l'impression de jouer le film. » Je dis « Voilà, c'est le but. » Ok. J'adore cet exercice. Et je me dis, c'est la fin. Et d'un coup, j'ai une idée. Il me dit « Bon, bah, c'est super. » Je dis « On fera un dernier exercice. Je t'appelle, machin, faudra que ce soit dans tes bureaux, tes locaux, là-bas, près de la place des Ternes. Je vais te faire une interview. » Je fais pas d'interview. Non. Une fausse interview avec des comédiennes et des comédiens qui vont jouer le rôle de journaliste et qui vont potasser et qui vont te poser des questions. Ah putain, super. Tard, il bondit toujours, hein, un vrai cabri. Donc super content. Et donc on a fait une interview, ça a duré 1 heure, un petit peu moins d'1 heure, avec tous les gens qui lui posaient des questions. Mais alors pourquoi vous avez écrit cette chanson-là? Chacun avec son style. Et ils m'ont tous dit, c'est hallucinant, quoi. Hallucinant comment il tient son personnage, sa voix, son style, sa façon de parler, sont vraiment à fond. Ok, super. Donc, on avait commencé un peu le coaching, et puis, je reçois un coup de fil sur mon portable pro. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Julie Beaupe. Oui, bonjour. Je suis même pas sûr que je connaissais son nom. Honte à moi. Et je dis bon, et vous voulez quoi? Bah je sais pas parce que j'ai vu là, sur la feuille de service, j'ai vu coach de geste. Coach de geste. C'est quoi ce style? J'ai dit mais je vois pas trop. C'est quoi? Elle me dit bah non mais vous faites coach, vous coachez tard sur le film. Je dis ouais. Bah c'est moi qui ai dit oui pour le rôle de Piaf. C'est-à-dire qu'ils ont fait le tour de Paris des comédiennes qui acceptaient de jouer Piaf. Il y en a pas une qui voulait. Passer après Marion? Que dalle. Elle m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi vous avez accepté? Elle me dit, mais en fait, j'ai lu le scénario, mais ça n'a rien à voir avec le film. En fait, c'est l'autre côté de Piaf. C'est son côté dragueuse, insupportable, tyrannique avec tout le monde, qui a profité des gens. C'est l'autre partie de Piaf qu'on n'a pas montré dans le premier. Je dis, ouais, bien sûr. Bah, ok, d'accord. Et donc, on s'est rencontrés. Tu as pu prolonger encore le travail que tu as fait. Et on a fait prolongé le travail. Personnage. Et à un moment, avec elle, je me suis dit, ça y est, c'est fini.
Et je dis, non, je te propose un truc. Et c'est la même chose. Je dis, on se retrouve j'adore cet endroit parce qu'ils sont adorables, le stand à Edgar Quinet. Et je dis, on va aller se balader. Et on est rentré dans le cimetière Edgar Quinet. Et elle me tenait le bras comme si elle avait 95 ans, vieille piaf, machin, qui parle comme ça à faire des machins, hein. Elle a le drôle d'idée de venir ici. J'ai les copains qui sont là, hein. Tout était comme ça. Magnifique, à y aller à fond. Et on a passé, une petite demi-heure à marcher au milieu des allées, Ah, mais j'espère qu'ils me mettront pas là, hein. C'est moche. Oh, puis t'as vu la taille, mais tout comme ça, comme Piaf, quoi. Insupportable, mais super. Magnifique, quoi. Et on dit que c'est la fin, et d'un seul coup, bon, il y a des idées qui viennent. Oui. Mais on peut toujours aller fouiller des trucs en plus. Je vais reposer ma question. Est-ce qu'il t'est arrivé de coacher un acteur et de sentir qu'il était pas mûr encore? Oui. Par manque de temps, j'imagine. Ou peut-être. Et alors là, comment on fait? Il n'était pas mûr, ou il n'était pas assez libre, ou quoi? Il avait des blocages, ou... Ah, on touche à un sujet sensible. Là. Mais c'est pas ça, c'est que t'imagines, en 40 ans de coaching, le nombre d'exemples. Mais alors, comment tu choisis tes projets? Est-ce que tu acceptes toujours les projets ou... C'est plus en fonction de l'humain, finalement, que tu as en face de toi et peut-être du rôle que tu vas explorer. Il y a des rencontres qui sont très mal passées. Hein. Par exemple, sur Clo-Clo, il m'a appelé Florent Emilio en disant, voilà, Pascal, je voudrais que tu fasses travailler Jérémy comme tu as fait travailler Anne, quoi. Comme tu as fait travailler Marion. Le rapport à la voix, très important, machin. Je dis, OK, bon, rencontrons-nous. Dans le bureau, il me regarde comme ça, ouais, peut-être. Mal à l'aise. Mais je le sentais partagé, mal à l'aise. Et bon, je rentre le soir. J'appelle Florent. Je dis, écoute, ça va pas le faire. Hein, je pense que, sérieusement, ça va pas le faire. Il a pas envie, il est mal à l'aise. Ah, mais Florent, c'est un phénomène aussi. Hein. Eh bien, je n'en ai rien à foutre. Il va bosser comme je lui dis. Hein. D'accord, OK. Vraiment sympa. J'écoute. Je propose un truc. Tu lui dis, rendez-vous, Studio Bleu, rue des Petites Écuries, tel jour, machin, tu lui imposes. On le fait dans 15 jours, ça laisse le temps de se préparer. OK, d'accord. Il réserve, et je fais réserver un des petits studios de batterie. Ça fait tout petit, c'est tout petit. Allez, pour les batteries, c'est tout petit. Il y a juste une batterie, quoi. Ouais. D'abord, il s'excuse, il me dit, je suis désolé pour l'autre jour. Je suis con quand je suis mal à l'aise, il me dit. Ah, j'ai dit, OK, super, ça me plaît. Je suis con quand je suis mal à l'aise. C'est un bon début. Moi, psychologiquement, quelqu'un qui est capable de dire un truc comme ça, OK. Quelqu'un qui se connaît. Déjà, il se connaît, et puis déjà, il y a une humilité, il assume un truc. Et donc, je le mets à la batterie. J'avais récupéré des baguettes. Il dit, alors, on va faire quoi? Je dis, ben voilà, tiens, ça c'est ta main gauche, prends la baguette. Et ça, c'est toi. Et dans la main droite, c'est Clo-Clo. Donc, vous allez jouer ensemble. Donc ici, c'est Clo-Clo qui dirige ta main, et ici, c'est toi qui dirige ta main. Et il a percuté, mais je vous jure, à la fraction de seconde. J'aurais adoré filmer ça. Il a compris. C'est-à-dire que d'un seul coup, il s'est dit, mais oui, c'est les deux. Il y aura pas que Clo-Clo, et il y aura pas que moi. C'est le mélange des deux. Et il s'est mis à jouer. Il est pas batteur, c'était assez impressionnant. Hein. Ah oui. Ah, Clo-Clo était batteur, donc c'est pour ça que je l'ai fait faire. Bien sûr. Ouais. Ah putain. Et on a bossé. Et après, ils m'ont dit, Pascal, il faut que tu viennes sur le plateau pour l'aider. Et je dis, ah non, ça, je ne fais pas. Attends, quand tu n'as jamais sur les plateaux. Non, mais c'est même pas ça. C'est qui t'a demandé ça? C'est pas le réalisateur. Le réal, si, il m'a dit. Bon, après, plusieurs fois, on m'a posé la question. Hein. Et j'ai dit, mais non, c'est pas ma place. Il me dit, ah merde, mais je veux être sûr par rapport à la voix. Et je dis, bah, alors je t'envoie quelqu'un qui est le mec que j'avais placé pour la voix pour Marion sur la môme. Je t'appelle Daniel Lucarini, vous l'appelez de ma part et tout. Et Daniel, il a fait les 3 mois de tournage. Ah ouais. Ouais, d'accord. C'est pas, je sais ce qui se passe. C'est arrivé une seule fois où j'aille sur le plateau, enfin non, 2 fois. Mais la première fois, c'était parce que je savais pas. Donc sans précaution, c'était pour faire bosser un gamin sur un film de Christian Le Jallet, il s'appelait. Le mec, c'était son premier long. C'est l'histoire d'un gosse qui a 12 ans. Et en face, t'as Jean Reno, Anémone, Benguigui, Pierre Rosa. Enfin, tu as le casting, la brochette de casting. Et lui, réalisateur, il sait pas diriger des comédiens, tu vois, le merdier. Donc, ils m'ont appelé en me disant, est-ce que vous acceptez de venir un peu donner un coup de main au réal?
Puis moi, j'étais naïf. Il faut que je dis, bah ouais, allons-y, on verra, ouais. On va trouver, hein. Oh, l'erreur. Une prise où ils doivent tous être super heureux. Moi, je suis dans mon coin. Et action. C'est ce niveau-là, le rire. Ouais, super. Vautrage complet. Le gamin qui essaie de les pousser, mais les autres se regardent entre eux, ils se trouvent tous nuls entre eux, donc ça n'aide pas. Enfin, tu vois. Coupé. Et là, t'as tous les regards vers Pascal. Genre, alors, et Christian, il est là, hein. Ils ne regardent pas leur réal. Ils regardent Pascal, qu'est-ce qu'on fait? Mais parce qu'ils ont bossé avec toi en amont? Même pas, parce qu'ils savent que je suis coach, que Jean, je le connaissais à cause de Nikita, que j'aime m'occuper du gamin le soir. Donc voilà. Et ben, le Christian, il dit alors, ouais, Pascal, alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Je dis, mais il y a un problème, là. Je te laisse poser la question de la fin. Quel conseil tu donnerais à des comédiens ou des comédiennes qui souhaiteraient se donner corps et âme à leur métier? Il n'y a que 3 raisons pour lesquelles on fait ce métier. La première, qui est vitale pour la suite, c'est j'ai envie de le faire. Mais ça ne concerne pas nécessairement tout le monde. Il y a des gens qu'on est allé chercher et qui savaient pas et qui disent « Oh ouais, pourquoi pas, ouais, bon. » Et puis ils le font. Ils le font pas nécessairement longtemps, mais ils le font, ils sont contents, ils ont, voilà. Pour les autres, il faut avoir envie. Sinon, on fait autre chose. Et là, symboliquement, tout le monde vient se mettre, tu vois, le chorus line à l'américaine, dans la danse chorus line. C'est cette espèce de ligne où tout le monde fait le même geste, tu sais. Ils dansent tous avec le pied levé à la même hauteur. Voilà. Donc, tout le monde est sur la même ligne. Personne ne doit être un peu en avant ni un peu en retrait. La fausse humilité d'être en retrait, c'est une connerie. La mégalomanie d'être un peu en avant, c'est insupportable. Donc, tu te mets, comme tout le monde, à côté. Voilà. Déjà, là, faut accepter cette place. Et les gens passent devant et disent oui, non, oui, non, oui, non. Ça, c'est l'autre raison pour laquelle tu fais ce métier. On dit oui, on dit non. Et la troisième, et c'est valable maintenant. C'est plus facile maintenant qu'avant. On me dit non, j'en ai rien à foutre, je vais le faire quand même. J'entendais, il a raison à ce niveau-là. Je suis pas d'accord avec tout, mais à ce niveau-là, il avait raison. Yvan Attal, il disait, mais quand quelqu'un me dit je veux faire un film, je dis vas-y. Ah ouais, mais hein, t'es marrant, tu vas faire un film, t'as vu le pognon? Ouh, quel pognon? Quel argent? T'as pas besoin. Il y a des logiciels de montage gratos, des caméras maintenant, ton appareil photo, tu tournes avec ton iPhone. Enfin, tout va bien, quoi. Tu tournes avec des copains, tu fais ton film. Alors oui, il faudra peut-être un moment louer une voiture pour faire un travelling. Enfin bon, mais c'est pas, on n'est même pas au stade de première échelle du premier million. Même moi, j'ai fait un long métrage en 6 ans. Mon deuxième long, le premier, personne ne le verra parce qu'il est pas bien. Mais le deuxième, je suis en train de le remonter d'ailleurs, je suis assez content. C'est très étonnant de le refaire. Je reprends complètement le montage. Mais bon, n'importe qui aujourd'hui peut faire un film. C'est fait, soyez actifs. C'est ça un peu le message. En fait, pour une comédienne, pour un comédien, c'est de dire bonjour, j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire des films, et surtout, ne jamais se tromper sur la motivation. C'est-à-dire qu'il y a des motivations très différentes. J'ai des comédiens, moi, qui m'ont avoué, qui m'ont dit, moi, je veux monter les marches de Cannes. Je veux travailler avec les plus grands, je veux être avec des très grands réalisateurs. Sinon, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté incroyable, quoi. Les stars. C'est les paillettes. Non, parce que les paillettes, c'est la gloriole. Pour eux, c'est de travailler avec les plus grands. Donc, pour travailler avec les plus grands, il faut arriver aux échelons, c'est les premiers rôles. Après, bon, monter les marches de Cannes, ça fait partie du jeu. Bon, mais c'est tout. Et pourquoi tu tiquais sur la formulation de se donner corps et âme? Parce que se donner corps et âme, ça implique beaucoup de rapports humains très différents de simplement la passion. Je sais que c'est une expression, je joue sur le jeu de mots exprès. Mais se donner corps et âme, personne te le demande. Hein. Ouais. Oui, c'est peut-être. Ou alors, les gens s'infligent ça. On oublie MeToo
Ça, c'est pour le corps. Et pour l'âme, c'est un rapport à la spiritualité. Je vois ce que tu as voulu dire. Est-ce que c'est pas un écueil dans lequel tombent beaucoup de comédiens et comédiennes? C'est-à-dire vouloir en faire trop ou alors... Toujours la base. Toujours revenir à la motivation de départ. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on vient sur un plateau de théâtre pour prendre des cours? Où est le manque qui donne envie? Il doit y avoir 5% des vrais de motivation de base, comédiens qui viennent faire ce métier pour la vraie raison, c'est-à-dire jouer. Le plaisir. Jouer. Ouais. Jouer. Donnez-moi, je dis toujours, donnez-moi un bac à sable, une pelle et un seau, et laissez-moi jouer. Alors après, tu me files du fric, tu me filmes, tant mieux. Mais moi, ce que j'aime, c'est jouer, quoi. Je vois mon fils de 11 ans avec ses copains, comment ils rigolent sur le machin. Et ils jouent. Il y en a un qui vit au Mexique. Lui, il est norvégien. Et l'autre, il est, je sais plus où, en Asie, je sais pas quoi. Et tous les trois, ils parlent anglais, couramment, hein. Et ils jouent sur leur jeu et tu les entends rigoler comme des tordus. C'est de l'imaginaire, parce que c'est virtuel, quoi. Mais ça doit être dur pour toi, finalement, qui croise. Donc, tu m'as dit 5%. Bon, on va dire, on prend les 95 autres pourcents, tu dois quand même travailler avec eux, pour le coup. Oui, mais les 95 autres pourcents, ils viennent parce qu'ils souffrent. En étant persuadés qu'en montant sur les planches, ils vont échapper à cette souffrance. Et parce qu'ils souffrent suffisamment pour qu'on s'en rende compte, l'état dans lequel ça les met les rapproche d'un certain nombre de personnages qui eux-mêmes souffrent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a écrit ces personnages. Donc c'est pour ça qu'on les choisit pour jouer les rôles. Et là, ils comprennent pas. Donc ça, c'est un des conseils que je donnerais maintenant aux comédiens. Filmez-vous, filmez-vous, filmez-vous. Souvent, on me dit « Ah, mais tu crois ?» Parce qu'il y a j'ai rien contre les stages. Hein. Il y en a des très bonnes qualités, il y en a des pourris. Moi, je suis toujours un petit peu choqué de voir des comédiens qui attendent qu'on leur propose ce genre de stage pour se filmer entre potes et aller s'entraîner à la maison. J'ai dit, mais vous prenez un week-end chez l'un, chez l'autre, et puis vous mettez les deux copains dans la cuisine. Il y en a un qui vient d'arriver, il est 2h de l'après-midi, mais t'avais dit que t'étais prêt. Mais ouais, mais là, j'ai oublié parce qu'il y a ma femme qui va revenir et j'avais oublié qu'il fallait que je fasse le ménage. Ta femme va revenir. Attends, c'est maintenant que tu me fais venir que ta femme va... Tu peux inventer n'importe quelle histoire. Impro, top, c'est parti, filmé. Tu mets ça sur la télé, on regarde, et on se parle, et on comprend. Ça coûte rien. Je leur dis, puis après, vous le faites ça sérieusement, et après, vous appelez 3-4 réals qui aiment bien bosser, qui aiment bien découvrir des jeunes comédiens, ils vont vous filmer, vous mettez de l'argent de côté, vous payez 50 balles, et ben vous leur payez 100 balles la journée, c'est parti, ça tourne, c'est aux blagues, vous leur donnez à la main. Eux, ils bossent aussi, ils vont apprendre à diriger les acteurs. Enfin, il y a vraiment tous les outils maintenant pour bosser, quoi. C'est pas très compliqué, hein. C'est vrai. Faut faire. Il y a ce qu'il faut, et tu diffuses. Regarde, maintenant, YouTube, c'est vraiment accessible. Tous les réseaux, YouTube, mais bien Instagram. sûr. Tu montres. Et donc, ça te permet de tester des trucs auxquels personne ne pense. C'est ce qu'on fait ici. Ah oui, j'ai bien compris l'idée. Venez chez nous. Bienvenue à la maison. Bon, eh bien, merci Pascal. Merci avec bonheur. beaucoup. Très, très riche. Et puis, à bientôt. À bientôt. Cet entretien est disponible sur de nombreuses plateformes d'écoute. Vous trouverez tout un tas de liens en description. Pour suivre nos travaux, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram.